Bonjour à tous. Je vais vous présenter les applications de l'intelligence artificielle à la télémédecine. Euh, je m'appelle Juan Sebastián Solas Valencia, je suis médecin généraliste et je travaille actuellement chez Teladoc France, qui est membre du groupe Teladoc International que je vais présenter tout à l'heure. Et Teladoc est leader international en matière de télémédecine. J'ai déjà fait 2 thèses de médecine avec des internes sur le sujet de la télémédecine. Un sur quelles sont les indications dans les maladies infectieuses, virales, bénignes, et quelle est l'importance de la télémédecine dans ce contexte. Et le deuxième sur quel est l'intérêt des médecins à faire de la télémédecine dans un contexte où sa position dans le parcours de soins est encore en cours de définition. Du coup, il y a pas mal de questions qui restent à répondre, mais on avance pas mal sur le sujet. Moi, j'ai été embauché chez Médecin Direct, qui a été racheté par Teladoc, pour développer le programme d'intelligence artificielle chez eux. Alors, les sujets qu'on va aborder sont qu'est-ce que la télémédecine, pourquoi utiliser l'intelligence artificielle, la mise en pratique, une démonstration, je vais vous montrer une vidéo, et quelles sont les erreurs qu'on a faites et les apprentissages, ainsi que les perspectives qu'on envisage et une conclusion. Alors, qu'est-ce que la télémédecine? La télémédecine, c'est un, c'est un acte qui est remboursé par la Sécurité sociale depuis septembre 2018 dans le cadre de l'avenant 6. Vous pouvez cliquer quand vous allez voir ce diaporama sur les liens. Donc, vous voyez ici, quand c'est un peu plus foncé, c'est des liens. Alors, l'avenant 6 a ouvert le droit au remboursement des actes de télémédecine. Initialement, c'est un échange qui se fait à distance par des canaux de communication sécurisés, évidemment, et qui initialement était remboursé que pour les consultations de visio. Donc, il fallait échanger avec le patient euh, par cette voie-là, avec toutes les limites que ça a, qui est que, par exemple, la dermatologie n'est pas forcément adaptée à la visio, avec la limite des gens qui n'ont pas accès à un réseau de bonne qualité ou qui ne sont pas technophiles, donc les sujets âgés. Euh, et donc, voilà, il y avait pas mal de limites à son implémentation. Euh, Depuis la crise du Covid-19, il est possible pour le soignant de se faire rembourser suite à une téléconsultation par téléphone. Donc, le texte de loi a été mis en place le 4 avril par le ministre de la Santé, le ministère en général. Et bien évidemment, suite à l'épidémie actuelle, il y a eu une croissance importante du nombre d'actes de téléconsultation. On parle de 1 million d'actes depuis le début de la crise, alors que initialement, on pouvait compter sur peut-être 80 000 sur 3 mois. Donc vraiment, il y a eu une explosion de cette activité. Alors il faut quand même contextualiser cela. Il y a beaucoup de cabinets qui sont fermés, etc. Donc la télémédecine va évoluer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est devenu très courant aujourd'hui dans la vie, certaines, des fois quotidienne des professionnels de santé. Et en tout cas, pour les patients, c'est une nouvelle forme de contacter un médecin. Alors, Teladoc Health, donc la boîte pour laquelle je travaille, est leader mondial. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait 4 millions de téléconsultations en 2019. Il faut savoir, bien sûr, je ne peux pas vous dévoiler les chiffres, évidemment, mais il faut savoir qu'évidemment, avec le coronavirus, ce chiffre a été bien sûr dépassé, ou le sera très probablement en 2020. Alors, un avantage de Teladoc, c'est que ils ont toutes les branches de la télémédecine. Donc, ils font du téléconseil dans certains pays, de la téléconsultation dans d'autres, dont la France. La différence, c'est qu'en téléconsultation, on peut prescrire. La téléexpertise, c'est l'échange entre confrères, consoeurs, entre médecins. Et le deuxième avis, c'est quand un patient a déjà vu des médecins, il est déjà suivi, etc. Et veut avoir le deuxième avis et d'un autre expert. Donc,
en l'occurrence, c'est quelque chose qui est international, c'est-à-dire que quelqu'un de France peut demander l'avis de 3 experts en cancérologie des États-Unis et donc Teladoc a ce réseau d'experts. Alors, comme je vous disais, Médecins Direct a été racheté l'année dernière, pardon, par Teladoc Health. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle? Je pense que c'est une question qui est importante, surtout maintenant où on essaye d'implémenter l'intelligence artificielle sur tous les domaines. Mais je pense qu'il est important de se poser la question de pourquoi on a envie de le faire, pourquoi la télémédecine, quels sont les avantages, les inconvénients. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'il faut, je pense que surtout en santé, il ne faut pas essayer d'imposer une technologie mais essayer d'accompagner un changement et de justifier pourquoi on utilise une techno et pas une autre. Et donc, la question de l'intelligence artificielle, bien sûr, est pertinente dans le domaine de la santé. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle? Donc, il y a une notion de contexte. Donc, quelle est la situation actuelle de la médecine qui justifie le fait que l'intelligence artificielle ait sa place. Donc, on sait bien que la quantité de patients, la population de patients est en train d'augmenter à cause du vieillissement de la population et des maladies chroniques. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, acté et qui va continuer à évoluer. Alors que la quantité de médecins continue à décroître et la télémédecine reste un acte médical, donc il y a besoin d'acteurs de santé. Donc ce qu'on retrouve en physique, dans la proportionnalité entre la quantité de médecins et de patients, bien sûr, se reproduit en télémédecine. Et voilà, et donc c'est un phénomène qui existe. Euh, alors, il y a une nuance qui est une richesse en même temps, c'est que on ne peut pas tout faire en télémédecine. C'est évident qu'il y a une grande quantité d'actes qui ne sont bien évidemment pas possibles d'être faits en télémédecine, et même des gestes cliniques. Palper un ventre, c'est pas possible de faire en télémédecine. Euh, la peau, évaluer la peau, les amplitudes articulaires, enfin, un certain nombre de choses, on ne peut pas se faire en télémédecine. Donc ça, c'est une richesse parce que ça veut dire que si l'intelligence artificielle a un spectre relativement restreint d'action, et donc on peut espérer que sa capacité à répondre à ces problèmes soit beaucoup plus importante, puisqu'il a une quantité d'actes à faire restreinte. Alors, quelque chose qui est important aussi en télémédecine, c'est l'anamnèse, donc l'interrogatoire clinique. Ça, c'est évidemment aussi donc c'est vrai dans la médecine physique, mais c'est vrai aussi en télémédecine. Mais en plus, en télémédecine, c'est encore plus vrai, puisque, comme je disais tout à l'heure, les situations cliniques sont relativement restreintes, mais et donc l'examen clinique est limité. Donc, on va poser des fois certaines questions qui, traditionnellement, on verrait le patient et on aurait déjà des informations juste en le voyant. Je vous donne un exemple. Lors par exemple, des infections de la gorge, des fois, il y a des complications graves, des phlegmos, etc. Et ça se traduit, par exemple, par ce qu'on appelle un trismus, c'est-à-dire que il y a une contraction des muscles mandibulaires et le patient n'arrive presque pas à ouvrir la bouche, en fonction, bien sûr, de l'intensité de ce symptôme. Mais ça, par exemple, quand on voit un patient devant nous qui a du mal, qu'on connaît, et en plus, il a du mal, on voit qu'il a du mal à s'exprimer, à ouvrir la bouche, ben, on n'a pas besoin de poser la question. Alors que par téléphone, et surtout quand on ne connaît pas le patient, ben, c'est quelque chose qu'on doit poser comme question. Est-ce que vous avez du mal à ouvrir la bouche maintenant? Pour justement évoquer cette complication. Donc voilà, donc ça c'est un exemple qui permet de démontrer comment l'anamnèse est beaucoup plus renforcée par les actes de télémédecine. Donc ça, bien sûr, l'intelligence artificielle a son rôle à jouer. Je vais vous présenter comment. Et l'intérêt aussi d'utiliser des aides à la décision, l'intelligence artificielle dans le sens très large, des aides à la décision, c'est de pouvoir homogénéiser la prise en charge. Donc, si un même système aide les médecins à gérer une situation, il est bien sûr envisageable que ça puisse permettre aux médecins d'agir de manière relativement homogène, tout bien sûr en respectant leur indépendance et leur sens clinique,
Mais voilà, mais on peut aider les médecins à avoir un comportement relativement coordonné là-dessus. Et finalement, l'avantage aussi de l'intelligence artificielle, c'est que, donc, j'ai parlé de son impact dans le sens clinique, mais aussi de sens organisationnel, c'est-à-dire que en télémédecine, on a un patient qui va suivre un parcours, même à l'intérieur de la télémédecine, et donc ce parcours peut être optimisé grâce à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas que je vais rentrer dans les détails là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez balbutiant, mais, mais c'est bien de l'avoir à l'esprit. Alors, nous, chez Teladoc, pourquoi on s'est posé la question et pourquoi on a envie d'utiliser l'intelligence artificielle? Donc, il y a beaucoup de projets autour de ce sujet qui parlent des symptom checkers, de tout ce qui est... on va essayer de faire un diagnostic. Nous, on n'a pas pris ce parti-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, un même diagnostic peut être la prise en charge peut être totalement différente en fonction du contexte dans lequel il arrive. Donc, je donne l'exemple souvent de la cystite. Une cystite chez une jeune femme sans antécédent euh, qui prend pas aucun médicament, qui n'a aucune allergie, n'est pas la même cystite, évidemment, que chez une femme de plus de 65, 70 ans, diabétique, hypertendue. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, cette notion de contexte, alors que le diagnostic est exactement le même, permet de voir quelles sont les limites un peu des symptômes checkers et en quoi il y a quelque chose de plus complexe, mais plus riche à faire. Alors, bien sûr, il y a la question, et donc l'intérêt de tout ce qui est IA, c'est l'automatisation des tâches. Alors, quand je dis automatisation, c'est pas forcément l'automatisation complète, et ça sous-entend que le médecin est exclu de ce rapport, mais c'est, comme la diapo l'indique, donc du coup, des tâches vraiment ponctuelles qui permettent d'être évitées ou en tout cas accélérées. Alors, l'intérêt de cette automatisation, c'est évidemment donc par exemple d'éviter des oublis. Donc un exemple, c'est en posant systématiquement des questions que voilà sur certains contextes. Je donne un exemple encore une fois médical. Beaucoup de fois, les patients qui présentent une diarrhée, souvent les médecins oublient, par exemple, de poser la question si le patient a voyagé récemment à l'étranger, surtout dans des zones où voilà, il y a des résistances bactériennes, etc. au niveau des bactéries qui peuvent causer des diarrhées. Donc voilà, donc le fait de pouvoir systématiser l'interrogatoire permet de justement éviter ce genre d'oubli. Alors libérer le temps, donc ça, voilà, c'est par principe, c'est inhérent en fait d'automatiser certaines tâches, ce qui est donc du coup libère le temps intellectuel. Donc le médecin n'a pas besoin de faire des tâches répétitives qui n'ont aucune valeur ajoutée et peut se concentrer sur l'aspect médical. L'homogénéisation, j'en ai parlé, c'est-à-dire le fait de pouvoir organiser et coordonner une prise en charge grâce à des systèmes d'aide à la décision. Et finalement, alors donc, en tout cas dans la description, bien sûr qu'il y a d'autres points d'intérêt, mais euh, nous, en tout cas, c'est la doc pourquoi on le fait, c'est aussi pour pouvoir donner la bonne information à la bonne personne au bon moment. Alors, c'est un peu moins, un peu moins ambitieux que les théories de la personnalisation et de la médecine de précision. C'est un peu plus peut-être terre à terre. C'est le fait que certains patients, par exemple, n'ont pas, ils écoutent le médecin, mais après ils oublient ce qui a été dit pendant la téléconsultation. Donc, délivrer des messages adaptés progressivement, éventuellement, ou par des rappels, permet à la personne de s'approprier de cette information de manière un peu plus intelligente et ne pas juste donner un ensemble de documents que la personne aura du mal à lire, on n'aura pas le temps de le lire. Et donc voilà, donc ça c'est le bon moment et la bonne personne, bien sûr, évidemment, en fonction du contexte, comme je disais plus haut. Donc on va probablement délivrer une information différente aux patients en fonction de leur situation. Euh, encore une fois, c'est pas la même chose un patient qui est dans une situation de précarité ou qui ne parle pas la langue versus un patient est dans une autre situation socio-économique ou culturelle. Alors, euh, je suivis des patients, donc l'intelligence artificielle peut avoir un rôle à jouer. Donc, bien sûr, on le voit par exemple avec le coronavirus,
il est important de se poser la question bien sûr du suivi, mais pour tous les patients, pas juste pour les patients de coronavirus, bien évidemment, mais ça prend du temps, évidemment. On ne peut pas appeler tout le monde. On n'a pas les ressources pour appeler tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, segmenter cette population et qu'on appelle les gens qui vont moins bien ou qui potentiellement iront moins bien. Alors, bien sûr, il y a des critères et on n'a pas besoin d'un réseau de neurones pour le faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être aidé et permettre d'administrer mieux les ressources dont on dispose pour faire ce genre de choses, enfin, pour suivre les personnes. Donc voilà, donc ça c'est les raisons pour lesquelles on pense que l'intelligence artificielle a un sens, qui fait sens dans le sens de la pratique de la télémédecine, donc de la médecine générale, mais alors en tout cas pour cette présentation, de la télémédecine en particulier. Et, euh, et voilà, maintenant je vais présenter un peu les aspects vraiment très pratico-pratiques, euh, donc comment nous on l'a structuré. Mais voilà, je vais faire une démo après, donc là je présente un peu comment nous on a structuré les choses et quelques généralités sur l'intelligence artificielle. Alors, nous, chez Teladoc, donc Médecin Direct et maintenant Teladoc, on se retrouve souvent avec des patients qui posent des questions qui sont euh, assez récurrentes. Donc, bonjour docteur, mon enfant a de la fièvre, qu'est-ce que je fais? Enfin bref, ça c'est un exemple, mais bien sûr, il y a beaucoup de situations où c'est des questions qui sont similaires et qui sont récurrentes. Donc, l'idée, c'est de permettre à un système de détecter quel est le motif de consultation, pas vraiment le motif, mais en tout cas, la situation clinique. Nous, on définit ça comme une situation clinique. C'est pourquoi c'est pas un diagnostic et c'est pas un motif de consultation, parce que les gens disent, bonjour, j'ai la température, bonjour, je sens que je suis chaud. Donc, des fois, ils ne prononcent même pas le mot fièvre pour décrire leurs symptômes. Et donc, forcément, voilà. Et donc, nous, on essaie de détecter ces situations plutôt que ces symptômes pour pouvoir poser des questions adaptées à cette situation. Donc, pourquoi? L'intérêt de ça, c'est que en détectant ces motifs récurrents et en essayant de qualifier cette question de manière beaucoup plus précise, on gagne du temps pour le médecin. Encore une fois, pour reprendre l'exemple, bonjour, mon enfant a de la fièvre, le système va détecter qu'il s'agit de la fièvre, éventuellement chez l'enfant, et donc du coup, va poser les questions pertinentes. D'accord? Depuis quand? Est-ce que vous lui avez donné quelque chose? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce qu'il convulse? En général, quand il a de la fièvre, oui, non, etc., etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qu'on doit poser systématiquement, que le système peut poser en amont, et peut recueillir des informations qui vont permettre au médecin de faire un diagnostic. Donc, c'est important de voir dans le système deux choses. Un, c'est qu'il y a un rétrocontrôle, c'est-à-dire que le médecin peut bien sûr poser des questions complémentaires qui permettront au système éventuellement d'apprendre et dire, bon, bah, tiens, en fait, le médecin corrige souvent les questions posées par le système automatisé. Et, d'autre chose, c'est que toutes les téléconsultations, sans exception, passent par le médecin. Donc, c'est vraiment, on essaie de faire un gain de temps, mais pas de remplacer qui que ce soit. Les lois de bioéthique récentes euh, sont encore plus claires là-dessus. Tous les systèmes automatiques nécessitent une supervision humaine. Alors, donc c'est le médecin, donc je focalise, mais je vais revenir dessus, qui fait le diagnostic. Donc, encore une fois, on parle d'impression diagnostique, parce que faire un diagnostic voilà, est déjà subtil en médecine clinique traditionnelle, encore plus, bien sûr, en télémédecine. Donc, voilà. Donc, c'est une impression diagnostique qui va permettre au système de récupérer quelles sont les recommandations et conférences de consensus sur le sujet. Alors, sans rentrer dans les détails les conférences de consensus, les limites, les vertus, etc. En tout cas, ils font jurisprudence en France sur la conduite à tenir devant une pathologie. Donc, c'est une source d'information qui va être relativisée et contextualisée par le médecin, mais qui permet quand même d'avoir cette information à disposition. Et bien sûr, tenir compte de l'information concernant le patient. C'est-à-dire que voilà, la conférence de consensus dit il faut traiter comme ça, mais ce patient a une allergie aux médicaments de référence, donc peut-être qu'il faut, voilà, ou il y a une rupture de stock, il y a un certain nombre de choses qui permettent de contextualiser une conférence de consensus, qui est donc le médecin est informé, c'est le médecin, encore une fois, qui fait une ordonnance,
qui va forcément être adressé au patient pour une prise en charge voilà, médicale, ça peut être des examens complémentaires, etc. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un système qui peut être mis en place en amont et en transition, on va dire, mais que le médecin reste la pierre angulaire inéluctable de la prise en charge des patients. Donc voilà, donc ça c'est comment nous on l'a structuré. Encore une fois, je vais présenter une démo plus tard. Alors, je rentre un peu plus dans les détails de chaque étape. Donc, on voit 1, 2 et 3. Voilà. Et je vais parler de 1 et 2 simultanément et de 3 et comment on l'a mis en place. Alors, 1 et 2, donc nous, c'est un problème entre guillemets simple. En source, c'est pas simple, mais pour la description, on peut être assez simplificateur, simpliste, quelque part. C'est le patient écrit quelque chose. Alors, nous, chez Teladoc, en tout cas en France, les patients préfèrent beaucoup le texte, donc échanger avec le médecin à travers le texte, les photos, les images, etc. Significativement moins la voix, donc le téléphone, etc. Et encore plus réduit, c'est la vision. Nous, on est un peu exclu du système de, comme j'évoquais, la 6 est plutôt adressée à tout ce qui est visio, enfin, presque exclusivement, mais depuis quelques temps au téléphone. Nous, étant donné qu'on ne rentre pas dans ce système de remboursement classique, on peut se permettre d'utiliser beaucoup de textes. Et voilà. Donc du coup, ce texte-là est classifié. Donc encore une fois, on peut dire, le patient dit bon bah j'ai la température, etc. On classifie ce texte, qui permet, en fonction de la classification de données, poser des questions complémentaires. Alors ces questions complémentaires sont en fonction de la situation clinique, comme je disais. Donc on classifie la situation clinique sans évoquer un quelconque diagnostic. Je souhaite souligner le fait qu'on ne fait pas de diagnostic. On n'essaye pas de faire de diagnostic. On n'a pas d'ambition de faire de diagnostic. C'est vraiment une classification qui permet donc du coup de classifier ce texte pour et on associe cette classification à une anamnèse. En l'occurrence, bonjour docteur, j'ai des selles liquides. C'est un exemple, encore un exemple. J'ai des selles liquides depuis 3-4 jours. Qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a une base de connaissances, donc de textes qu'on a construit avec les professionnels de santé pour adresser ce problème. Alors, je souhaite, par exemple, en parler de ça. Pourquoi une base de connaissances? En fait, si on essayait de faire quelque chose qui apprend de ce que historiquement les médecins ont posé comme question, on pourrait bien sûr extraire un certain nombre de questions assez systématiques, mais encore une fois, on apprendrait aussi des biais des médecins. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de médecins qui oublient de poser la question du voyage. Donc, si on met un système qui apprend que des données historiques, il va aussi oublier de poser la question sur le voyage. Donc, on va poser la question, on va construire ce système de référence avec les médecins pour être assez homogène dans les situations cliniques qu'on envisage de traiter avec des questionnaires. Alors, bien sûr qu'il y a pas mal de nuances où les questionnaires se superposent, donc où il y a toute une intelligence aussi à mettre sur comment on construit ces questionnaires, car c'est pas juste poser systématiquement la même question. Chez les femmes, par exemple, on va poser la question est-ce qu'il y a un risque que vous soyez enceinte? Bien sûr qu'on va pas poser cette question aux hommes. Donc, c'est pas juste du copier-coller. Donc, il y a quand même un certain nombre de paramètres qui permettent de rendre ça plus intelligent, en tout cas plus ne pas être trop simpliste non plus dans ce moyen de interagir avec le patient. Donc voilà, premier sujet, donc c'est la classification. Le patient dit quelque chose. En fonction de cette classification, on lui pose des questions complémentaires de manière relativement intelligente. Voilà. Alors, comment nous, on a fait pour classifier? Donc, nous, on a créé une marketplace pour les gens qui connaissent, c'est un peu à la Mechanical Turk. On a accueilli 110 internes en médecine qui ont, donc avec le système qu'on a mis en place, permettait de classifier, donc on lui a donné des textes et ça permettait de classifier 800
textes par jour. Alors donc, le système se basait sur un système de classification et de vérification pour permettre d'avoir une double lecture du même texte. Quand ces doubles lectures étaient identiques, on considérait que le système pouvait classifier ce texte. Quand il y avait une divergence entre la classification et la vérification, il y avait une troisième personne, un troisième médecin en l'occurrence, qui décidait à la fin qu'est-ce qu'il devait faire. Évidemment, on dit plutôt 15-20% il y avait une divergence entre la classification et la vérification, mais en tout cas, ça permettait d'accélérer cette classification au lieu de lui demander à une seule personne de classifier cette quantité de texte. Donc voilà, donc ça permet aussi d'aller plus vite. Donc nous, on a réussi à classifier un nombre assez conséquent de textes très rapidement, ce qui nous a permis donc d'avoir cette base de données pour lui faire apprendre au système à le faire. Donc comment ça se présentait? Donc on lui mettait un texte qu'on devait anonymiser. On a mis un certain nombre de mesures pour bien sûr ne pas dévoiler des données euh, nominatives. Et donc voilà, ils étaient payés, les gens étaient payés en fonction de la classification. Donc il y a un certain nombre d'éléments pour aider l'étudiant. Donc il pouvait le faire avec son téléphone. Bref. Il y avait un certain nombre de choses qu'on a mis en place pour pouvoir permettre aux internes en médecine de faire cette classification. Alors qu'est-ce que ça veut dire classifier un texte en intelligence artificielle? Donc pour les gens d'entre vous qui ne connaissent pas, donc on appelle ça de NLP, donc Natural Language Processing. Je sais pas vraiment comment on le dit en français, je suis désolé, mais pourquoi on a besoin de le faire? Donc il faut savoir que le texte doit être traduit en chiffres. En fait, la machine ne sait interpréter que des chiffres. Donc, on doit transformer ce texte en chiffres. Alors, il y a des processus assez complexes et qui permettent de faire ça. Donc, on appelle ça des embeddings. Quand on transforme un texte, donc là, en l'occurrence, Hello World en une matrice, et ce qui permet de faire ce genre de choses, c'est que, donc, bien sûr que ça se fait avec des mécanismes relativement complexes qui permettent de voir que le mot, par exemple, bébé et sa version plurielle sont similaires. Donc, ça, donc on calcule, voilà, en l'occurrence, le cosinus des deux vecteurs. Et on voit qu'il y a une similitude. Et non seulement ça, il y a une similitude, mais en plus, on peut trouver des relations. C'est caché, mais là, en l'occurrence, on peut dire, par exemple, man, woman, son, et lui déterminer, voilà, voilà. Et donc, et lui demander au système de trouver quel est le mot dans, qui est la représentation dans l'espace est le plus proche de cette association de mots. Et on trouve fille, enfin, daughter en anglais. Voilà. Donc ça, comment ça se représente? Donc ces éléments-là sont des vecteurs. Et quand on dit vecteur, on dit représentation de ce vecteur. Donc voilà, donc chaque mot a une représentation qui est un vecteur, qui est une représentation spatiale. Donc il y a quand même des nuances, c'est-à-dire que là, c'est représenté en 3D. Il faut savoir que les vecteurs sont multidimensionnels dans certains cas. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est une machine qui peut analyser ce genre de choses. En tout cas, là, par exemple, on voit ce qui serait l'équivalent de synonymes ou de mots qui sont très proches du point de vue spatial et entre eux. Voilà. Donc, c'est une façon de représenter. Donc, ça, c'est TensorBoard, donc c'est avec TensorFlow. Même si on peut l'utiliser sans TensorFlow. Mais voilà. Donc, ça permet de visualiser un peu. Donc, ça, par exemple, on pourrait se dire que on a mis un article de Wikipédia et on lui a demandé de représenter dans l'espace les vecteurs des mots qui sont dans cet article. Et imaginons qu'on a un deuxième article de Wikipédia et par exemple, un concept proche, on verrait les nuages avoir un overlap dans les nuages des mots qui sont similaires du point de vue vectoriel
entre eux. Comme ça, par exemple, on peut mesurer la similitude entre, ou le rapprochement entre deux sujets sur des articles Wikipédia, mais ça peut être aussi des articles de journaux, etc. Alors, chez nous, donc, on a fait ça, on a fait ce travail de transformation de texte en vecteur, et on lui a demandé au système de classifier, entre guillemets, les vecteurs, de classifier, donc de leur attribuer un label. Et en l'occurrence, ça c'est un exemple, on a créé donc ce qu'on appelle une matrice de confusion, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs motifs de consultation qu'on classifie. Donc là, par exemple, imaginons que R05 est associé à de la toux. Donc bonjour, je tousse, docteur, etc. Donc la valeur réelle classifiée par l'humain, c'est R05. Donc on lui demande à la machine de classifier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le label prédit. Et donc on voit que, donc ça c'est normalisé. Donc, vous voyez, c'est normalisé, ça veut dire que le chiffre maximum est 100. Donc ça veut dire que sur 100 patients qui ont manifesté, qui ont dit, qui ont utilisé des mots en rapport avec ce sujet, en l'occurrence la toux, c'est un exemple. Bonjour docteur, je tousse. Bonjour, j'ai de la toux depuis quelques jours. Bonjour, j'ai la gorge me gratte, j'ai envie de tousser. Enfin, tous ces textes sont reliés. Et dans 86% des fois, on arrive à classifier ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le 14%, ça veut dire qu'on s'est trompé. C'est-à-dire que là, par exemple, alors que c'était la toux, on lui a classifié avec un autre label. La question qui se pose, c'est quel est cet autre label? Est-ce que c'est proche? Est-ce qu'on a classifié ça en n'importe quoi, en mal de gorge? Ou en, encore une fois, un autre label? Est-ce qu'il y a vraiment une distance importante entre les deux du point de vue prise en charge? Est-ce que si on avait est-ce qu'on classifie ça mal, ça veut dire que les questions sont très différentes? Donc ça, c'est des questions à se poser quand on fait ce genre de choses. Et, et, et voilà. Et ça, c'est important parce que classiquement, on accepte que les systèmes d'intelligence artificielle aient une performance X. Donc, par exemple, on considère que 70% est un bon chiffre pour un travail de classification. En tout cas, c'est du bon travail. Et, mais en médecine, on peut pas, on est limité. Et donc, pourquoi? Parce que si par exemple la personne dit bonjour docteur, j'ai la toux, qu'est-ce que je fais? Et on lui dit bonjour, on a détecté que vous êtes enceinte, pouvez-vous me décrire plus sur ce sujet? Bien sûr que l'expérience est totalement affectée par ce genre d'erreur. Donc c'est à nous de programmer le système pour bénéficier, pour l'encourager entre guillemets. Donc il y a bien sûr des mécanismes, des systèmes pour le faire, mais première chose, pour lui dire essaye au maximum d'être précis, c'est-à-dire que la classification soit correcte, plutôt que essayer de classifier le plus possible. Donc ça, c'est une technique. Et deux, une fois qu'on a fait ça, c'est de se poser la question de d'accord, donc on va avoir un maximum de capacité. Donc il y a beaucoup sur les 100 patients, il y a 14 où il va se tromper. On peut se dire qu'à chaque fois qu'il se trompe, il fait rien. Donc il y a quand même 14 patients où on n'a pas d'action derrière. Il y a, en l'occurrence, en télémédecine, nous, on n'a pas de problème parce que de toute façon, ces patients vont s'adresser à un médecin. Bon, ça va peut-être juste prendre un peu plus de temps, la prise en charge, parce que le médecin va devoir poser les questions qu'il devait poser. Mais en tout cas, on limite les risques, soit d'une mauvaise expérience utilisateur, soit que le patient se retrouve avec un système totalement automatisé et quand il y a une erreur, il soit laissé à la dérive dans sa prise en charge. Donc, voilà. Donc ça, c'est les questions essentielles à se poser. C'est le taux d'erreur et qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur. Pour la suite, donc le 3 du schéma initial, une fois que le médecin a fait un diagnostic, on contextualise ça et je vais montrer tout à l'heure comment. Et on a des systèmes de la décision qui permettent au médecin de faire une ordonnance. Alors nous, on a construit ce qu'on appelle un moteur d'inférence. Donc voilà un exemple. Et donc on a une classification. Et une fois cette qualification faite, on prend des éléments cliniques
on les soumet à des, on va dire, des moteurs conditionnels. Et en fonction des conditions, s'ils sont présentes ou pas, on a des décisions qui sont prises. Pas des décisions, mais en tout cas des suggestions. Donc, dans la démonstration, vous allez voir comment voilà, comment ça se présente. L'utilisateur, bien sûr que lui, il n'a pas accès à tout ça. Pourquoi c'est important, important d'utiliser des... Alors donc, comme vous pouvez déduire, donc la première partie de classification de texte, on peut passer par un réseau de neurones, donc c'est une couche de liens assez sophistiqués. Pour cette deuxième partie, on est beaucoup plus déterministe parce qu'on, bien sûr, on ne peut pas inventer la médecine, on ne peut pas lui demander à un système d'inventer la médecine et lui dire apprends à être médecin. Voilà, il y a beaucoup d'articles là-dessus, mais je pense que les gens les plus proches du terrain savent que c'est pas possible, en tout cas aujourd'hui, en 2020. Donc il faut, et en plus c'est évolutif, c'est-à-dire que en Allemagne, on va soigner la même maladie avec d'autres médicaments, parce que c'est pas du tout le même contexte, c'est pas, les médicaments sont présents, pas présents, c'est des habitudes du terrain, etc. Donc nous, on doit quand même respecter, encore une fois, les recommandations. C'est pour ça que l'environnement est déterministe, mais dans cet environnement déterministe, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on va le structurer pour que ce soit le plus simple à analyser par la machine et donc par le médecin. Encore une fois, je vais présenter une démo. Alors, cela permet aussi d'associer plusieurs contextes, c'est-à-dire que ces branches pourraient être associées de manière simultanée à un autre arbre similaire. Exemple, je donne un exemple, imaginons qu'on a un arbre qui est associé aux femmes enceintes et un arbre aux cystites, et quand on les mélange, on peut éventuellement sortir des nouvelles règles par rapport à la cystite chez la femme enceinte. Bien sûr que c'est une simplification et que voilà, il y a des choses plus complexes qui se mettent en place, mais en tout cas, on peut envisager cette association de systèmes pour pouvoir faire émerger des systèmes plus complexes. Voilà. Évolutif, pourquoi? Donc, parce que on peut, en fonction des recommandations, on peut dire, bon, bah, en fait, ça, on va rajouter une nouvelle branche, ou on va dire, bon, là, en fait, ce médicament n'est plus disponible, ou sorti du marché, ou X. Donc, on enlève cette branche, donc ou rajouter des branches en fonction de la, de, voilà, de la pharmacopée à disposition qui évolue dans le temps. Et voilà, donc c'est un système évolutif. Et explicabilité, je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais en tout cas, le fait que le système soit déterministe, bien sûr, favorise l'explicabilité qui est importante, bien sûr, en médecine. Alors, je vais vous présenter une vidéo. Alors, voici la démo. Je vais aller un peu vite parce que la présentation a déjà duré pas mal de temps. Donc là, c'est, comme vous pouvez voir, le patient qui interagit avec le système. Après, je vais vous montrer du côté du médecin. Donc là, il y a une femme qui pose la question pour son enfant euh, de 4 ans pour des selles liquides. Le système l'a classifié avec A099. En l'occurrence, c'est une classification SIM10 qui avait été employée. Donc ça, c'est ancien, nous, on a changé entre-temps, voilà, le texte a été classifié à A099. Encore une fois, je souligne le fait qu'on devait utiliser une classification, et plutôt que prendre quelque chose au hasard, on a choisi une classification SIM10, mais ça ne veut pas dire que on essaye de faire des diagnostics. Encore une fois, on aurait pu prendre une classification qu'on invente nous-mêmes, euh, ça aurait marché exactement de la même manière. Alors voilà, donc du coup, le système a classifié ça, il pose des questions complémentaires, je vous laisse les lire quand vous ferez pause dans ce texte. Donc une fois que on a ces questions, la personne répond. Euh, bien sûr, on peut envisager que ces questions soient fermées, ouvertes, multiple choice. Là, en l'occurrence, c'est pour la démo, mais il y a beaucoup de subtilités dans comment on pose des questions, dans l'ordre des questions, est-ce que les questions sont claires, pas claires, la personne a compris. Est-ce qu'il veut répondre? Peut-être qu'il a juste envie de parler directement avec un médecin. Donc, il y a pas mal de subtilités et de couches de complexité qu'on peut rajouter.
Donc ça, c'est vraiment la version la plus simple. Donc là, on a passé du côté du médecin. Donc le médecin voit les échanges qui ont eu lieu entre le patient et le système automatique. Et donc là, encore une fois, on a mis diagnostic, mais c'était une erreur du X. C'est pas du tout le diagnostic. On lui demande au médecin de valider que la classification a bien été faite, de manière à pouvoir avoir du feedback sur là-dessus, sur l'efficacité de la classification. Donc, une fois que le médecin a dit bon ben c'est bon, on met en place des signes de gravité. C'est ce que vous voyez en bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que des couches de complexité supplémentaires soient rajoutées derrière, qui feraient soit changer, soit retarder la prise en charge urgente de ces patients. L'idée, c'est vraiment de soigner et comme les médecins disent primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc, on ne va pas rajouter des couches de IA ou quoi que ce soit qui potentiellement pourraient perturber une prise en charge rapide de ces patients. Voilà. Donc, les critères d'urgence sont complétés. Donc ça, c'est important. C'est le fait d'afficher les recommandations. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, pour pouvoir donner de l'information au médecin contextualisée. Donc là, en l'occurrence, c'est des recommandations sur la prise en charge des gastroentérites chez l'enfant, donc en pédiatrie, donc vraiment très contextualisé. En plus, on marque la date. Et donc ça, c'est un premier sujet, donc c'est pour le médecin. Et pour aussi, du point de vue un peu plus macroscopique, de rassurer le médecin sur quelles sont les sources d'informations qui sont utilisées pour générer tous les autres systèmes automatiques. Et donc, avec ça, on crée de la confiance. Voilà, donc le médecin a accès aux recommandations, les lire, il peut les lire, etc. On a l'analyse automatique, donc cette partie d'analyse automatique permet de montrer au médecin quels sont les éléments qui ont été pris en considération pour faire la recommandation suivante. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'explicabilité des algorithmes en médecine. Voilà, donc ça permet d'avoir l'explicabilité. Donc, ça, c'est les éléments qui ont été utilisés. On voit qu'il y a, et donc ça, c'était pour la démo, on a fait une erreur exprès. On parle d'un homme de 30 ans, alors que c'était pour l'enfant de cette personne de 4 ans. Donc, pourquoi on a fait ça exprès? Donc, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez que le dosage du racecadotril, c'est de 100 mg. Donc, ça, c'est la dose adulte, donc qui est inadaptée en l'occurrence. Mais le système, une fois qu'on a modifié le poids, il adapte automatiquement la posologie à des doses pédiatriques. Donc, ça permet de voir donc, la rapidité avec laquelle. Donc là, la classification précédente est faite en temps réel, donc ça prend quelques millièmes de seconde. Et là, cette adaptation de la posologie, pareil, prend quelques millièmes de seconde à se faire. Voilà. Bien sûr, ça c'est important. Donc, je vais rentrer un peu plus de détails dans tout ce qui est ce qu'on a appris, les limites de l'IA, en tout cas les erreurs qu'on a faites. La vitesse est quelque chose qui est important. C'est vrai pour le web, ça reste vrai pour l'intelligence artificielle. Évidemment que ça entraîne beaucoup de nuances et de complexités supplémentaires, mais il est difficilement envisageable qu'un système mette plusieurs minutes à donner une réponse à un médecin dans un contexte médical. En tout cas, bien sûr, ça dépend de la situation, mais pour des systèmes relativement simples, on ne pourrait pas se dire que là, on va mettre 4 minutes à changer la posologie quand on a changé l'âge. Ça serait contre-productif pour l'adoption de ce système par le médecin. Alors, voilà. Donc là, une fois que la posologie a été modifiée, on peut générer l'ordonnance, où l'ordonnance est déjà avec les posologies adaptées. Et important, c'est ce que je disais par rapport à donner la bonne information au bon moment. C'est on met au niveau de l'ordonnance quels sont les conseils de surveillance qu'on prodigue pour pouvoir aider la personne, en l'occurrence la mère, mais ça peut être voilà, le patient en lui-même, à comprendre
le diagnostic et quels sont les critères de gravité ou qui justifient une nouvelle consultation. Je retourne donc à nouveau sur la présentation. Alors, quelles sont les erreurs et apprentissages qu'on a eu en créant ce système? Donc, les erreurs, on a commis l'erreur de ne pas avoir une pipeline de mise en production. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on peut créer plein de systèmes d'intelligence artificielle, plein de nuances, plein de perfectionnements, mais si on n'expose pas l'utilisateur final à tous ces changements ou où on n'explore pas l'impact dans la vraie vie donc le produit final de tous ces changements, on ne pourra pas avancer dans l'amélioration des systèmes, dans la compréhension des systèmes. Donc, il faut vraiment que le produit en tant que tel travaille avec les ingénieurs d'IA pour que les sprints tiennent compte les uns des autres. Donc le produit, donc quand est-ce qu'ils vont mettre en disposition l'IA, comment est-ce qu'on va gérer les erreurs, les conséquences, les bugs, et que l'équipe qui s'occupe de l'IA puisse déployer des systèmes qui sont suffisamment robustes pour pouvoir être confrontés à la réalité du terrain. Donc ça, c'est quelque chose que on a fait, on a mal fait. Des fois, on a créé un système qui a mis plusieurs semaines, voire mois, à être mis en production par le produit. Et donc, on se retrouvait à faire des choses, à tourner en boucle parce qu'on n'avait pas le retour de l'utilisateur final. Sous-estimer les coûts, donc ça bien sûr sur plusieurs plans en fait. C'est du point de vue déjà de l'embauche des data scientists, c'est des salaires qui deviennent de plus en plus conséquents. La sélection de ces personnes est dure à faire parce que voilà, être un bon data scientist c'est difficile à identifier. Donc ça c'est RH, les coûts d'infrastructure, donc le cloud, le temps d'entraînement, est-ce qu'on utilise un serveur, est-ce qu'on achète un serveur, il y a plein de sujets là-dessus. Les coûts donc d'infrastructure et les coûts un peu plus virtuels, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure, la mise en production. Si on met en place un système, le temps qui donne un impact, c'est du temps mort qui est qui génère des pertes d'argent parce qu'on doit continuer à dépenser de l'argent pour un certain nombre de choses qui n'ont pas d'impact au niveau de la boîte. Donc, c'est des manques à gagner aussi, éventuellement. Donc, voilà. Donc, sous-estimer ces coûts peut être assez complexe à gérer en fonction de la taille de la structure. Une petite boîte ne peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur. Une mise en place de structuration de coûts et un retour sur investissement, ça revient à ce que je disais. Donc, si on sous-estime le coût et en plus, on ne peut pas savoir l'impact, non seulement l'impact au niveau de l'utilisation, mais l'impact économique. Donc, est-ce qu'on gagne du temps? Oui, d'accord. Du coup, combien coûte le temps qu'on a gagné et donc, du coup, qu'on récupère, on va dire. Est-ce qu'on peut vendre ce système? Est-ce qu'on peut, etc., etc. Toutes les questions autour vraiment du retour sur investissement. Beaucoup de boîtes se lancent dans l'intelligence artificielle sans, sans vraiment évaluer, sans savoir comment même ils vont évaluer l'impact de cette mise en production parce que ils considèrent que juste en disant qu'on va faire l'intelligence artificielle, miraculeusement, leur business va décoller. Apprentissage, donc, voilà, suite aux erreurs, on commence à apprendre à gérer un projet de data science. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, à apprendre et à faire évoluer, mais on a gagné de l'expérience. Il faut savoir que des projets de data science peuvent suivre des normes similaires à celles d'un projet traditionnel, mais ils ont quand même des caractéristiques qui sont inhérentes et qu'il faut savoir maîtriser. Un exemple concret, un modèle de machine learning peut tenter marcher, avoir une efficacité de X%, et en fonction des nouvelles données, de nouveaux contextes,
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau produit qui sort sur le marché, ou que cette entreprise a mis sur le marché, ou une autre, ou un concurrent. Ces modèles vont être forcément perturbés, voire devenir faux. Et donc, euh, la croissance n'est pas incrémentielle comme dans les projets standards. Euh, donc ça il faut en tenir compte et c'est complexe. Après, la gestion de projet aussi parle de comment échangent les différents acteurs. Un médecin, déjà parler avec un ingénieur pour faire une page web alors que c'est visible, c'est complexe, on va dire. Mais si en plus on parle de quelque chose de virtuel et relativement abstrait, ça entraîne des échanges qui peuvent être encore plus difficiles. Et donc ça, c'est la gestion de projet. Alors, voilà. Application des algorithmes classiques, donc beaucoup de librairies et de systèmes framework sont adaptés à un domaine général. Exemple, BERT, donc c'est un outil, c'est une méthode, on va dire, ou un algorithme qui permet de faire de la classification de texte, de faire du NLP, mais et donc qui marche bien pour un environnement un peu généraliste, mais mais qui mais dont la performance dans un système plus sophistiqué, en tout cas plus strict, plus restreint comme le domaine médical, l'efficacité est fortement diminuée. Et in fine, c'est l'adoption des systèmes. Évidemment, nous, on a beaucoup de chance, les médecins ont adopté facilement le système, mais la question, in fine, c'est est-ce que les utilisateurs vont finalement utiliser le produit et comment on les encourage à le faire. Donc ça, c'est l'apprentissage et donc et c'est en essayant et en se trompant qu'on peut apprendre à le faire. Nous, notre perspective, c'est de passer à la voix, c'est de tous les systèmes qu'on a créés, de permettre que le médecin mette de moins en moins de temps pour interagir avec le système. Et donc, on est convaincu que la voix permettra de réduire ce temps d'interaction et qu'un médecin pourra de plus en plus ne pas être devant un écran pour pouvoir interagir avec le système, qui permet donc de gagner du temps, encore une fois, pour échanger avec le patient. La conclusion, donc, c'est que la télémédecine tout court est un domaine vaste, complexe, mais qui est très adapté à l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle peut avoir une application sur plusieurs plans et au sein même de la même téléconsultation. Ce qui n'est pas vrai dans d'autres situations. Si on a des systèmes d'intelligence artificielle, par exemple à l'hôpital, le patient va aller aux urgences. À l'intérieur des urgences, il y a des systèmes qui ne communiquent probablement pas, des individus qui ne communiquent pas. Donc, euh, ça crée une rupture entre les différents processus où l'intelligence artificielle pourrait avoir un rôle à jouer. Alors qu'en téléconsultation, dans une même téléconsultation, peuvent jouer plusieurs expertises. Une consultation, exemple de dermatologie, va faire jouer l'anamnèse, c'est-à-dire les questions qu'on pose, l'image, et si demain on fait la voix dans la prescription, éventuellement la voix. Donc, euh, donc, ça permet de voir comment la télémédecine est un terrain qui est un sujet sur lequel l'IA a une grande importance et donc présente, mais future aussi. Et je vous encourage à vous pencher sur la question. Vous pouvez m'écrire, j'ai donné mes coordonnées au début de présentation. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, des critiques, pour pouvoir échanger sur le sujet. Merci à vous.